L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Bienvenue dans l'écho du bal, une série de podcasts pour prolonger l'exposition Nous autres, Donna Goldschagg et Hélène Gianecchini avec Carla Williams. Dans cet épisode, laissez-vous guider dans l'exposition Nous autres, à travers la déambulation commentée des artistes et commissaires Julie Hérault, Hélène Gianecchini, Donna Goldschagg et Carla Williams. Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans l'exposition Nous autres. Donc Nous autres qui présente le travail de 3 femmes, Donna Goldschagg, Carla Williams et Hélène Gianecchini, 3 générations. On a souhaité les réunir dans cette exposition parce que je crois que tout à leur manière, avec leur approche propre, que ce soit par la photographie, la littérature, l'histoire de l'art, elles parlent toutes dans leurs travaux du manque de représentation et de ce manque qui est à combler. On parle d'images manquantes et d'histoires qui ont été longtemps tenues à l'écart de l'histoire dominante. Et donc c'est ce qui réunit aujourd'hui Donna, Hélène et Carla. Avant de laisser Hélène vous introduire cette balade, vous dire quelques mots sur Donna et Hélène. Donna Goldschagg est née en 1949 à New York, dans le quartier populaire d'Alphabet City. Elle a commencé très jeune à photographier, avec quelques moments importants dans son parcours, des études à la Cooper Union qui ont été déterminantes pour elle, même si difficiles. Il n'était pas évident à la fin des années 60 d'être étudiante, militante lesbienne, et même dans une école d'art telle que la Cooper Union. En 67, un autre moment important dans son parcours, elle découvre au MoMA à New York une exposition dans les petites salles du musée qui s'appelle New Documents, qui aujourd'hui est une exposition historique, mais qui à l'époque regroupait le travail de 3 photographes relativement inconnus, Garry Winogrand, Lee Friedlander et Diane Arbus. Et quand Donna découvre les photos de Diane Arbus, notamment, et qu'elle découvre ces êtres photographiés par Diane Arbus, plutôt à la marge, elle se dit que le travail qu'elle a commencé quelques années auparavant, où elle va photographier ses amis, sa famille, son quartier, prend tout son sens. À une exception près, que Donna photographie des êtres à la marge, mais depuis la marge auquel elle-même appartient. Et ce qui fait toute la différence dans la manière dont elle va concevoir son travail photographique. Son regard photographique est aussi indissociable de sa constitution et de son parcours politique. Donna, en 1969, a 20 ans. Greenwich Village est à 20 minutes d'Alphabet City. Et en juin 69, il y a les émeutes du bar de Stonewall, où commence à se constituer un mouvement politique pour les droits des personnes trans, lesbiennes et gays. Et Donna participe activement à cette formation politique. Elle rejoint en 1970 le Gay Liberation Front, et donc son regard photographique va vraiment se constituer en même temps que son engagement politique. Et c'est aussi quelque chose déterminant dans son parcours. Ensuite, pendant environ une dizaine d'années, Hélène vous le racontera, elle va photographier inlassablement, privilégiant le portrait, ses proches, ses amis, sa famille, les gens aussi avec qui elle travaille. Le travail est aussi une composante fondamentale du parcours de Donna, et donc va faire ça durant une dizaine d'années jusqu'à changer de parcours, et puis dans les années qui suivront, les années 80, 90, 2000, suivre une autre voie. En 2018, il se passe quelque chose d'important pour Donna, puisque durant toutes ces années, ces images ont circulé dans son cercle intime, on va dire, mais les images n'ont jamais circulé dans le réseau institutionnel. En 2018, il y a une première exposition au Leslie Loman Museum à New York. On présente environ une 40aine d'images de Donna, et à ce moment-là, je parle pour Donna, rarement, mais je pense qu'elle réalise que les conditions de réception sont réunies pour que ces images puissent circuler. Et quelques années après, il va y avoir cette rencontre déterminante avec Hélène. Quelques mots sur Hélène. Hélène est écrivaine, théoricienne de l'art, commissaire d'exposition. Elle a fait un doctorat en littérature et notamment sur le travail de la photographe canadienne Alix Cléo Roubaud, qui était aussi une photographe dont le travail avait très peu circulé, était très peu vu. Hélène a notamment participé au co-commissariat d'une exposition en 2014 à la BNF sur le travail d'Alix
Léo Roubaud, très intéressée par les questions entre photographie, littérature. Elle a aussi écrit 3 livres qui ont été publiés aux éditions du Seuil, où la photographie, l'image vient déclencher l'écriture. Et c'est son dernier livre qui est sorti en septembre 2024, Un désir démesuré d'amitié, qui est à l'origine de sa rencontre avec Donna. Et vous le verrez, l'amitié joue une grande place dans cette exposition. En janvier 2023, Hélène est à New York. Elle fait des recherches pour ce livre à venir. Isabelle Alfonsi lui indique notamment le travail de Donna, car Hélène cherchait des images sur l'amitié lesbienne en finalement sentant qu'il y avait là un manque, qu'il y avait peu d'images disponibles sur ce sujet-là. Isabelle lui dit, écoute, il y a cette photographe, Donna Goldschagg, qui vit dans le Vermont, je te donne son contact. Hélène contacte Donna. Donna lui dit, si tu te sens le courage de faire 8 heures de bus et de venir me voir, je t'accueille avec plaisir. Et puis là eu la rencontre, des journées passées chez Donna, regarder les images, regarder les archives. Une confiance immédiate s'est installée, une sensation que l'histoire était à transmettre et que c'était la bonne manière de la transmettre, sentant que par la littérature, par l'écriture et par la manière dont Hélène allait recueillir toutes ces histoires, qu'il y avait là un prolongement de l'histoire au présent, cette histoire passée qui venait aussi informer le présent d'Hélène, mais aussi notre présent à toutes et à tous. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Merci Julie. Bonjour à toutes et tous. Je suis allée voir Donna en tout 3 fois dans le Vermont, d'abord 3 jours, puis 2 fois 10 jours, accompagnée de Evie Horton qui est là, et on a pu regarder tous les négatifs de Donna, plonger dans ses archives. Et il y a 1 an et demi à peu près, Donna m'a dit qu'elle allait à New York pour aller voir Vincent, qui est le dernier de ses frères et sœurs encore vivants, qui vit à Alphabet City, le quartier où elle a grandi. C'était une occasion assez extraordinaire. Moi, j'étais encore à New York et j'ai demandé à Donna si elle serait d'accord pour faire un tour avec moi d'Alphabet City, donc le quartier où elle a grandi. C'est 4 rues, hein. Alphabet City, ça s'appelle comme ça parce que c'est le moment où les avenues, c'est plus première avenue, deuxième avenue, c'est en dessous, c'est avenue A, B, C et D. Donna a accepté et je lui ai donné un point de rendez-vous très précis que je connaissais bien et dont je vais vous parler. On va se déplacer par là. Qui était un endroit que je connaissais parce que je l'avais vu sur beaucoup de ses photographies. Parce qu'en 1968, Donna, à force de cumuler des petits emplois, parmi lesquels conductrice de calèche dans Central Park, serveuse dans un topless bar, modèle vivante, elle a aussi fait la plonge dans un diner. À force de tous ces petits boulots, Donna arrive à se payer un tout petit studio en parallèle de ses études à la Cooper Union, qui est 406 East 9th Street. Et donc je vais donner rendez-vous en bas de cet immeuble. En fait, l'espace de l'exposition, c'est l'espace de cette promenade. Je vais vous emmener avec Donna et moi dans cette promenade qu'on a faite dans Alphabet City. Les textes de l'exposition correspondent à ces moments-là. Je sors du métro à Astor Place, je vais rejoindre Donna, mais là aujourd'hui je vais vous la raconter. C'est dans cet appartement que Donna a fait ses photographies avec sa bande d'amis, les Baby Dykes, les Bébé Gwyn comme elle les appelle. Donna est ici avec la marinière. Elle est aussi au début de la série et ce sont vraiment des images iconiques de Donna, parmi les premières que j'ai vues, certainement celles qui ont le plus circulé. Et c'est des images que j'ai beaucoup aimées et j'ai mis du temps à comprendre que ces images contenaient aussi une réalité, une dimension politique qui était que à New York, Donna et ses amis ne sont jamais dehors. Elle ne se photographie jamais dans la rue parce que en 1969, c'est trop dangereux d'avoir l'air si évidemment lesbienne avec des cheveux courts en portant des habits dits masculins et de se promener dans Alphabet City. Elle risquerait de se faire casser la gueule et donc elle trouve une parade qui est qu'elle se mette sur la sortie de secours de cet immeuble pour faire ce moment de pause qui est aussi un moment d'affirmation entre elles. Alors c'est toujours étonnant, des gens peuvent dire mais je comprends pas, les années 70, c'est Warhol, c'est la Factory, les gens ont aucun problème à être homosexuels, mais il y a une autre histoire en fait de l'homosexualité et c'est ce que Donna raconte. Elle raconte ce que c'est que d'être une personne lesbienne, mais aussi une personne queer, parce que vous verrez il y a aussi des personnes trans dans les portraits que Donna a fait, en venant d'un milieu extrêmement populaire, en n'ayant pas accès justement aux avant-gardes de l'art. Dire c'est vraiment trop bizarre, il y a Andy Warhol, pourquoi Donna n'aurait pas le droit, c'est un peu comme dire je comprends pas, il y a Simone de Beauvoir, pourquoi toutes les femmes se libèrent pas à la même période. Donc là vous avez aussi une idée de ce qu'est New York
au début des années 70. Ça, c'est le sud-est de Manhattan. Pour celles et ceux qui sont déjà allés à New York, c'est des images, quand moi je les découvre, qui m'étonnent beaucoup parce que c'est vraiment un quartier de délabrement. Donna l'a beaucoup raconté. Non seulement c'est très dangereux d'être à Alphabet City, parce qu'on peut se faire agresser, mais en plus, les immeubles s'effondrent. Et Donna documente son quartier. Sa photographie commence là. Ça nous a beaucoup intéressé avec Julie de regarder la photographie de Donna depuis cet ancrage géographique qui nous semblait très important. Et notamment, il y a un lieu primordial qui est juste en face, qui est le salon de beauté de sa mère, qui est à quelques rues de l'appartement de Donna. Sa mère, qui a élevé seule 5 enfants, avait un petit salon de beauté. Et c'est là que Donna, donc c'est là, hein, Alfred's Beauty Salon, c'est là que Donna commence à faire ses armes de photographe. Elle raconte qu'elle aime bien, enfant, traîner dans le salon et regarder les clientes et les clients qui passent. Là, vous avez sa mère qui est juste là, en train de faire sa pause déjeuner dans le salon. Vous voyez les clientes et les clients du bar, les enfants qui viennent se faire coiffer. Et c'est intéressant aussi de voir toutes ces personnes qui convergent en fait à cet endroit qui est le salon. Sur ce mur, vous découvrez aussi une des protagonistes de cette exposition et de la vie de Donna, qui est Myla. Il y en aura plusieurs, il y aura aussi Marlene tout à l'heure, mais Myla était la sœur de Donna. Elle est juste là, vous la retrouverez, elle est aussi en face, elle est à plusieurs endroits. Myla était une femme trans que Donna a photographiée pendant 40 ans de son existence, de ses 12 ans jusqu'à sa mort dans sa cinquantaine. Et c'est aussi des trajectoires en fait que Donna dévoile, c'est-à-dire des vies au long cours. On découvre comment les siens, celles qu'elle appelle My People, vieillissent et vivent leur vie dans cette société parfois très brutale. En face du salon, comme dans l'espace d'exposition, il y a souvent l'appartement de la mère de Donna. Au-dessus de Donna, vous avez la photographie qui s'appelle La Familia, qui est un dîner avec la mère de Donna, sa tante Mary, sa sœur Diane, sa sœur Mary. Tout le monde est là. Parce que la mère de Donna aussi devait trouver des appartements qui soit étaient juste au-dessus du salon de beauté, soit juste en face. Donna a même raconté que parfois la mère donnait des coups de balai dans le plafond. Ça voulait dire il y a plus d'eau chaude dans le salon et il fallait faire chauffer de l'eau à la maison et les enfants descendaient pour aller rincer les cheveux des clientes pour qu'elles soient contentes. Donc là, vous êtes dans l'appartement familial. Au 406 East 9th Street, qui est ce lieu que je voulais tellement voir et ça avait été vraiment bouleversant de retrouver Donna là. C'est un lieu qui était important pour moi parce que c'est là qu'elle a fait beaucoup de ses séries. Je vous l'ai dit au début, c'est pas possible en fait de se photographier dans la rue. Alors Donna décide de transformer son appartement en un espace photographique. Là, vous rencontrez une autre protagoniste de l'histoire qui est Marlene Elling, sa meilleure amie et sa compagne de l'époque, Lynn. Et donc sur ce mur-là, vous avez vraiment les proches de Donna. Ceux qui viennent dans ce tout petit appartement, il faut imaginer que c'est vraiment un studio. Donna est connue à New York, elle est connue de tous les bars lesbiens de Manhattan pour être la personne qui accueille les jeunes gens qui sont chassés de chez eux parce que leurs parents ne veulent pas avoir une enfant lesbienne, un enfant homosexuel. Donna les accueille dans ce tout petit appartement, donc il y a énormément de monde qui passe par là. Et donc là, vous avez un peu une image en fait de ces moments photographiques que Donna fait dans cet endroit-là. Derrière, j'attire votre attention, je ne vais pas tout détailler, mais ça me semble suffisamment important pour le dire. Vous avez des images du Limelight. Ça, c'est des images très importantes parce que le Limelight, c'est un club mythique de New York. Donna fait ces photographies-là à la fin des années 70 et souvent, on n'a pas le droit de prendre un appareil photographique dans ces lieux-là parce que c'est trop dangereux pour les personnes. Ça les outerait. En fait, ça voudrait dire qu'ils sont homosexuels. Donc, les appareils photographiques sont pas autorisés. Donna, là, avec l'accord des protagonistes, évidemment, réussit à faire ces photographies, notamment des coulisses et notamment de Joanna, qui est là, qui est importante parce que Joanna, c'est une cliente de la mère de Donna, qui vient se faire coiffer. C'est une cliente que la mère de Donna aime beaucoup parce qu'elle lui demande des coiffures à la hauteur de son talent, c'est-à-dire des chignons compliqués. Et c'est Joanna qui un jour dit à Donna « Vu ta tête, tu devrais venir voir ce que je fais la nuit. » Et c'est le moment où Donna arrive au Limelight et fait cette série extraordinaire, des performeuses en train de se préparer. Et c'est des images très rares en fait. Les images de Donna, elles dévoilent aussi des petits éclats d'une vie à laquelle d'ordinaire on n'a pas accès. Vous avez ici Donna avec son amoureuse Jeb, que certaines connaissent, Johnny Byron, cette série très belle.
En 1969, les soulèvements de Stonewall ont lieu à Manhattan. Donc, dans un bar, les clientes et les clients se rebellent contre la violence de la police qui a l'habitude de faire des descentes dans les bars et d'arrêter les gens. Donna a 20 ans, elle vit à quelques rues de là. Et dans la foulée des soulèvements de Stonewall, Donna rejoint le GLF, qui est le Gay Liberation Front, le Front de libération gay. Donna m'a raconté, elle se souvient, Donna a une mémoire extraordinaire, donc j'ai été chanceuse parce que j'ai des histoires avec une précision époustouflante. Donna se rappelle qu'elle était en train de petit déjeuner, qu'elle était en train de manger des pancakes au petit déjeuner. On est en 69, donc je défie quiconque dans 50 ans d'être aussi précis. Et qu'elle voit un tract avec 3 lettres qui sont le GLF, et c'est le tract, c'est un tract pour le Front de libération gay. Il y a une adresse, Church of the Holy Apostles, qui est donc l'église des saints apôtres où se rejoignaient les membres du GLF. Donna y va, c'est sa première réunion, et là c'est un bouleversement puisqu'elle a l'habitude d'entendre les gens dire que l'homosexualité est une malédiction, qu'il n'y a pas de vie heureuse possible quand on est homosexuel, et là tout d'un coup les gens disent gay is good, disent que c'est une extraordinaire libération, et donc il y a un monde qui s'ouvre pour Donna. Ce qui est passionnant dans le travail de Donna, c'est que même quand elle photographie la politique, elle a toujours une manière de biais de le faire. Elle photographie jamais la personne qui parle, mais les personnes qui écoutent. Elle photographie la manière dont les participantes d'un week-end révolutionnaire féministe s'organisent pour dormir ensemble. Et donc, c'est aussi un témoignage des pratiques militantes de l'époque qui ne vont pas se concentrer sur le message. Donc, ça dévoile un monde plus vaste que ça. Vous retrouvez Donna ici, à nouveau, avec une affiche du Gay Liberation Front. En face, vous avez une photographie qui fait un peu exception dans le corpus de Donna, qui est une photographie très dure. Myla after gay bashing, Myla après une agression homophobe. Donc c'est une photographie de Myla dont je vous ai déjà parlé. C'est une photographie qu'elle décide de faire ensemble, et ça c'est très important aussi. Myla se promenait dans les rues de New York. Des hommes sont sortis de leur voiture avec un club de golf et lui ont cassé la gueule parce que Myla avait l'air homosexuelle. Quand Donna va la chercher à l'hôpital, elle décide ensemble de faire ce portrait pour témoigner de ce qu'est la brutalité homophobe à l'époque à New York. Myla, qui est aussi juste là, c'est très fort parce que il y a une collaboration entre Donna et Myla. Très souvent, les corps marginaux sont objectivés par la photographie, et les photographes qui appartiennent pas forcément à la marge qui photographie, qui les observent avec un peu de fascination. Là, c'est pas le cas. Et même Myla se sert de l'appareil photographique de sa sœur, de Donna, pour explorer son identité de genre. Donc on a des séances de pose extraordinaires comme celle-là ou celle qui est de l'autre côté de la Simèze, où elles décident ensemble du lieu. C'est un bunker désaffecté du lieu où elles vont faire des photographies. Et puis Myla a les idées de comment s'habiller, comment jouer avec l'appareil photographique. Et c'est là aussi où tout d'un coup la photographie devient un outil d'exploration de l'identité, mais aussi un outil d'émancipation. C'était très important pour nous, pour Julie et moi, aussi pour Donna, de faire place à 2 personnes, de leur accorder une place prépondérante dans l'exposition. Vous avez Myla ici, et vous avez Marlène jusque-là. And maybe, Donna, if you're okay, you can tell us who was Marlene for you. Marlene just came to the door, and she boom, 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 boom. And when I opened the door, there was this beautiful, beautiful woman, just gigantic shoulders and long strawberry blonde hair. And she had an accent, from Kansas. Marlène a frappé à sa porte, elle a entendu boum, boum, boum qu'on frappait à sa porte, et là elle a ouvert, et il y avait cette femme grande avec les cheveux blonds et un accent du Kansas. And she had just hitchhiked across the United States. It's very, very dangerous. Elle avait fait du stop en traversant les États-Unis, et c'est très, très, très dangereux de faire ça. And there she was. And she came in, and it was a very small apartment. Just really a kitchen with a bathtub in the kitchen and a little front room and a little tiny bedroom. And so I had 2 other roommates, and they said, too many people, and I said, no, we can't let her. No, she has to be here, C'était un tout petit appartement avec juste une kitchenette et une grande pièce, et Donna avait déjà 2 colocs à l'époque.
qui ont dit non, mais on va pas prendre une troisième personne, ça fait déjà beaucoup là. Et Donna a dit si, Marlène va nous rejoindre. Yeah, because it was my apartment, and they and everyone who was there were sort of young people that I had met in the bars and that needed to get out of their homes. C'était que des gens qu'elle avait rencontrés dans des bars, des jeunes gens qui devaient partir de chez eux pour fuir les violences de leur famille. Yeah, like one Billy, she would drive into New York City from New Jersey and sleep in her car at night so that she could go to the bar on Friday, go to the bar on Saturday, go to the bar on Sunday. Vous comprenez que les bars sont importants. Yeah. And so I when I met her, you can't do that because I could tell that she was a very responsible person. Il y a quelqu'un une de ses amies dormait dans sa voiture en fait pour pouvoir rester à New York et aller dans les bars le jeudi, le vendredi et le samedi, qui étaient des lieux déterminants quand on n'avait pas le droit d'être qui on est dans la rue. C'était important. I'm going to show the tub where Marlene is now. Okay. And I take it for you. You can scoot it. Là, vous avez juste derrière, vous avez la baignoire et l'appartement. Marlène, elle est dans l'appartement de Donna. Et vous voyez justement la baignoire, en fait, qui est à la fois lavabo, etc., où Marlène est en train de se laver. Toutes ces photographies-là sont prises, en fait, dans l'appartement 456 East 9th Street de Donna. Et c'était sa meilleure amie. Marlène, elle est morte aussi très jeune, dans sa cinquantaine, d'un cancer qu'elle n'a pas pu soigner à cause de la brutalité des conditions économiques de vie aussi aux États-Unis. Et ça, c'est une chose que contient l'exposition de Donna en creux, c'est que malgré la grande douceur des images, la plupart des gens que vous voyez ici ne sont plus là. Donna est une des dernières survivantes de cette époque. Et ça nous apprend aussi très durement ce que fait la société capitaliste et patriarcale aux corps marginaux, aux corps pauvres, aux corps queer. Elle les tue. Et c'était aussi particulièrement important de faire cette exposition pour rendre hommage justement à toutes ces personnes. Sur le mur vert, là, vous avez le temps de Donna en Californie, puisque de 71, 72 à 74, Donna part vivre en Californie, à San Francisco, avec l'idée que la Californie est un paradis pour les personnes homosexuelles. Elle veut fuir la brutalité de la ville. Et d'ailleurs, on voit que l'iconographie est complètement différente, alors que les photographies à New York sont en intérieur tout le temps. En Californie, on se baigne, on joue dans des parcs, et c'est une autre iconographie qui se dévoile. Et puis, à la fin des années 70, quelque chose se dissout. Il faut imaginer que toutes les images que vous voyez ici, 98% de l'exposition, c'est des images que Donna a faites en 10 ans. C'est très peu de temps. Ça s'est fait entre 1968 et 1977-78. On a quelques exceptions ici des années 90 et 2000, mais ce sont seulement 4 images. Ensuite, Donna doit retourner à sa vie. Elle se dit qu'être artiste, ça n'est pas pour elle, qu'elle n'a pas les conditions économiques pour le faire. Moi, quand je la rencontre il y a presque 3 ans, elle est encore aide-soignante dans des conditions très difficiles. Et donc, elle a gardé en fait cette archive pour elle. Elle raconte que c'est la seule chose qu'elle a emmenée d'un déménagement à l'autre, ce sont ses images et ses négatifs. Et donc, on a encore quelques portraits, notamment cet ensemble très beau qu'il faut lire ensemble, ces 4 images, qui est le portrait de son père dans l'hôtel social où il va finir ses jours. Donna veut, comme elle le fait, à la fois montrer la dignité de cet homme, l'amour qu'elle a pour lui, et aussi la difficulté de ses conditions matérielles d'existence. Avant qu'on remonte et qu'on aille voir le travail de Carla, je voudrais vous dire ici quelques mots sur le film que vous trouverez à l'entrée. En arrivant chez Donna, je sais plus quand, la 2e ou la 3e fois, je suis allée petit à petit en ouvrant les boîtes et regardant les négatifs. Et à un moment, j'ai trouvé une petite boîte dans laquelle il y avait des cassettes. Et j'ai demandé à Donna si je pouvais les écouter. Je lui ai demandé ce que c'était. Et Donna m'a expliqué qu'en fait, avec ses amis, elle se faisait des ancêtres d'audio WhatsApp, on pourrait dire. Elle s'enregistrait des cassettes qu'elle s'envoyait par la poste pour éviter la correspondance, pour ne pas forcément écrire de lettres. J'ai immédiatement fait numériser toutes ces cassettes à New York. Alors certaines sont détruites parce qu'elles sont très anciennes.
et certaines sont intactes, ce qui était une découverte vraiment extraordinaire. Et notamment, vous pourrez entendre Jill, qui est à plusieurs endroits de l'exposition, qui est en couverture du catalogue, qui est en train d'aller au boulot en 1971 à San Francisco en conduisant à fond fenêtre ouverte, qui avait eu la bonne idée quand même d'acheter un micro, ce qui fait que c'est audible, et qui en fait fait un audio, enfin une lettre orale à Donna. Et vous pourrez aussi entendre sa sœur Myla dans les années 90, qui a envoyé beaucoup de cassettes à Donna. Et aussi la voix de Donna qui me raconte son histoire. Donc au rez-de-chaussée, l'idée c'est, j'ai raconté cette promenade, j'ai raconté les histoires que Donna m'a racontées, puisque c'était notre pacte. Elle a dit, moi je fais des photos, toi t'es écrivaine, alors je vais te raconter les histoires et tu les raconteras. Mais c'était aussi très important pour moi de redonner leur voix aux disparus. Voilà, je vous remercie. Donc on était ravis aussi dans cette exposition, nous autres, d'y inclure le travail de Carla Williams. Donc je vous disais tout à l'heure, 3 femmes, 3 générations. Carla Williams, elle est née en 1965 à Los Angeles. C'est une photographe, historienne de l'art, éditrice. Et l'histoire qui lie Carla, Donna et Hélène, elle a aussi ses spécificités. La rencontre à Carla, elle s'est d'abord faite par le livre, et donc cette série d'images, Tender, que vous voyez ici. Quand elle était dans les années 80, jeune étudiante, et qu'elle étudiait la photographie avec le photographe Emmett Gowin, Carla a très vite réalisé la quasi-absence d'images représentant des femmes noires ou réalisées par des femmes noires. Elle était alors toute jeune étudiante et elle a là aussi senti qu'il y avait un manque dans la représentation. Très rapidement, elle développe dans l'intimité de sa chambre d'étudiante une série d'autoportraits, Tender, où elle va aller rejouer les codes de l'histoire de la photographie, des grands maîtres, en les détournant et par ce biais-là se réapproprier son image et donc reprendre le contrôle à la fois sur la manière dont elle souhaitait être représentée et venir combler un manque justement dans ces représentations-là. Tout comme Donna, elle va garder ces images pour elle. Elle ne souhaitera pas les diffuser. Et finalement, la prolongation de ce travail-là se fera par sa pratique d'historienne de l'art. Puisqu'en 2002, elle coécrit avec Deborah Willis un livre qui est aujourd'hui épuisé, qui a fait date dans l'histoire de la photographie, qui s'appelle The Black Female Body et qui parle justement de ce manque de représentation et qui vient essayer de le combler. Et donc, c'est par le biais de l'histoire de l'art aussi qu'on a souhaité inclure Carla dans ce projet, puisqu'il nous paraissait important pour le livre qui allait paraître d'avoir un texte qui vienne replacer Donna dans l'histoire de la photographie. Et donc, on avait demandé à Carla de pouvoir écrire ce texte. Et quand Hélène va la rencontrer, il y a 1 an et demi à New York, pour lui présenter le travail de Donna, Carla regarde les images de Donna, à un moment tombe sur un autoportrait de Donna et réalise qu'en fait elle connaît Donna. Alors comment Carla connaît Donna? Elle connaît Donna grâce à la photographie que vous voyez qui est juste là-bas, qui représente Donna à 21 ans en juin 70 pour la première marche des fiertés et qui porte fièrement cette inscription I'm your worst fear, I'm your best fantasy. Et c'est une image que Carla a trouvée dans les années 80, qu'elle a photocopiée, qu'elle a gardée pendant 20 ans dans son bureau comme un talisman. Carla explique que cette image lui a donné de la force, du courage, l'a inscrite dans une histoire et lui a permis aussi de se projeter. Et donc c'était un hasard incroyable, on l'aurait souhaité, on n'aurait pas pu, il aurait été impossible de l'inventer. Et donc, quand cette histoire a réémergé, il nous paraissait aussi important de pouvoir présenter le travail de Carla, ce travail qui s'inscrit dans une filiation avec celui de Donna et montrer ce passage de génération et comment des images permettent aussi à un autre moment, à d'autres images d'émerger. Voilà, mais je laisse la parole à Carla pour nous parler. If you want to say a few words, Carla, about this fantastic series, Tender. This exhibition and being here this week has been, there have been so many things going on in my mind because as both a photographer and as an historian, seeing my work in the context of Donna's work, having known an image of Donna and being so connected to it for so many years. And then yesterday going to see the Paris Noir show at the Pompidou and discovering a queer Black photographer from the U.S., but who moved to France and worked in Paris. It's sort of all of it blowing my mind. I feel like I can go home and write a new history of photography.
it's so important to see all of these works in this moment, but within their context. I was 18 when I started photographing, and it occurred to me a couple of days ago when I first saw the installation how different my work may have been had I seen Donna's images or other images like Donna's. I think we can't underestimate the importance of self-presentation. I don't think it's a coincidence that so many artists of color, queer artists, make self-portraits, because my ultimate goal in making all of the work was wanting to be seen. It wasn't about exhibitionism. It was about wanting to make this record of a likeness that couldn't be denied, it couldn't be removed, and that it would eventually enter into a dialogue with the rest of the history of photography, which, like Donna, I fell in love with. So it's incredibly kind of mind-blowing for me to see these images that I made 40-some-odd years ago, starting in 1983, whatever math that is, 43 years ago. Most of them never got seen. Most of them never came out of the box. I never saw them in frames. And so to see them treated in this manner, in this context, is kind of the fulfillment of what I thought would never happen, actually, with them, is to see them come alive and to see them in the context of an audience. It thrills me to know that no one has to start at zero again. This knowledge is now here. Donna's work is known. My work is now known. So yes, if anyone has any questions about anything specific, I was kind of trying to make my own history of photography. Every image I saw that I loved, I made my own version of it. And so that's why you have this kind of great variation in the references in the images. I wanted to be it all. So I did my best. Merci pour votre écoute. L'Écho du Bal est un podcast proposé par Le Bal, lieu d'exposition, d'édition et de pédagogie dédié à l'image contemporaine à Paris. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour découvrir encore plus de contenu, suivez-nous sur les réseaux sociaux et rendez-vous sur lebal.fr. L'écho du bal.